Salut les viewers de première classe, je suis l'adjudant Tom, garde à vous. Alors cette vidéo, en fait, c'est un re-upload que j'ai fait parce qu'on m'a fait constater plusieurs erreurs dans ma vidéo initiale sur les Panzers. Donc je tenais à remercier du fond du cœur Victor, il se reconnaîtra, pour m'avoir aidé à corriger le tir et corriger les petites erreurs techniques que j'ai pu expliquer dans la vidéo. Donc si vous avez vu la vidéo avant le re-upload, vous allez voir, il y a eu quelques petites modifications. J'ai supprimé certains extraits pour que cette vidéo soit le meilleur possible. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo et à bientôt. Salut à tous les viewers de première classe, je suis l'adjudant Tom, garde à vous. Je vous invite pour cet épisode à me rejoindre dans le garage de la caserne pour recevoir votre premier cours d'histoire sur la passion de notre cher tankiste, le capitaine Fred Wally. Alors, Capitaine Wally, tu nous as proposé de présenter cette vidéo depuis ton garage. Nous t'en remercions. Bonjour mon adjudant, salut les bleus. Oui, je me suis dit que je serais plus à l'aise pour donner mes explications depuis mon petit paradis d'huile de vidange, d'outils et de calendrier érotique. Vous ne venez pas devant la caméra, je dois rester tout seul dans le plan? Oui, non, c'est vous tout seul pour cet épisode. Et sinon, content de notre collaboration lors du 3e épisode du Livre Rouge? Oh oui, bien entendu. Cependant, je tiens à vous avertir que le sergent Bob Belgio n'a pas réglé sa note au Café de l'Âge. Et il est parti en catimini avec le lieutenant Seb Luxemby et le capitaine Baptiste de Bruxellaire. Vous allez sûrement devoir régler sa note. Oh, eh bien, bon, je n'ai pas le choix. Enfin, allez, je lui dois bien ça. Bref, vous n'êtes pas là pour me raconter les déboires de vos frères d'armes, mais pour donner vos explications sur le sujet du jour, les Panzers. Oh oui, j'adore ces engins. Gros blindage, vitesse, puissance, destruction, tout ça réuni dans un véhicule. Que demander au bon Dieu? On va quand même parler d'un instrument de mort, capitaine Wally. Je sais, mais les chars ont toujours fait bouillir l'imaginaire collectif. Et bien qu'on sache que ces véhicules ont semé la mort et la destruction, il n'y a personne d'insensible devant un monstre de 30 tonnes qui passe devant vous. Chérie, si tu nous écoutes... Afin de mettre les choses en place, quand on va parler ici des chars, nous allons évoquer les blindés tels que nous le concevons. Car le principe de véhicule possédant un blindage pour protéger les soldats, ça existe depuis une éternité. Les Grecs, les Assyriens durant l'Antiquité utilisaient déjà ce principe, et on retrouve des traces de ce concept également au Moyen-Âge. D'ailleurs, Léonard de Vinci, le gaillard qui a peint la Joconde, avait également travaillé sur un modèle de char. Mais bon, je ne vais pas débattre quant à la forme de l'engin, je laisse faire votre imagination. Mais ça a le mérite d'exister. Lors de la révolution industrielle, beaucoup de pays penchaient déjà sur l'idée d'un véhicule blindé. Et en 1903, on commence doucement à entrevoir les premiers projets qui ressemblent à l'idée que nous nous faisons d'un char. Le projet Le Vavasseur propose un canon autopropulsé avec des roues articulées, l'ancêtre des chenilles. Mais ce projet tomba à l'eau car jugé trop peu fiable en comparaison avec la traction des chevaux. Le char d'assaut moderne tel que nous le connaissons est apparu pour la première fois sur un champ de bataille le 15 septembre 1916 lors de la bataille de la Somme. Pour vous décrire les chars, surtout pour vous aider à vous rendre compte de leurs dimensions, je vais prendre un gabarit d'Homo sapiens mesurant 1m87. Le voilà. Beau spécimen, n'est-ce pas? Ce char était le Mark I britannique. Imposant, il répondait bien à l'attente de l'infanterie, avancé en étant à couvert des mitrailleuses ennemies. Mais cette saloperie de 28 tonnes était encore trop peu fiable. Elle tombait souvent en panne en plein milieu de la zone de combat. De toute façon, vu que ce char se déplaçait à 5 km/h avec son blindage de 6 à 12 mm, quand les Allemands ont compris le truc, ils ont pilonné ces vaisseaux terrestres avec leur artillerie et basta. Pour se défendre, il possédait 2 canons de 57 mm Hotchkiss et 9 mitrailleuses de 7,62 mm. Le moteur de 106 chevaux se trouvait au milieu de l'habitacle, juste à côté des 8 membres d'équipage. Imaginez le bruit que cela devait faire, sans parler des gaz d'échappement et de la température qui y régnait.
Cela devait être l'enfer dans cette boîte de conserve de 9,75 mètres de long, 4,12 mètres de large et 2,41 mètres de haut. Ce qui est curieux, c'est que ce tank possédait une version mâle et une version femelle, avec quelques différences entre les deux, notamment au niveau de l'armement. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. En plus, ces chars n'ont pas vraiment donné un avantage sur le terrain quand on connaît le résultat de la bataille de la Somme. Plus tard, les Britanniques tenteront une nouvelle fois de lancer des versions un peu améliorées du Mark I lors de la bataille de Passchendaele en Belgique, mais avec le même résultat. Et qu'on se le dise, sans des ingénieurs passionnés, le char d'assaut aurait pu disparaître à jamais à la suite de ces échecs. Cependant, ces chars Mark I n'avaient pas encore l'aspect qu'on connaît actuellement. Il s'agissait surtout de grosses caisses métalliques sur des chenilles. Rudimentaires, ils n'étaient utiles que pour avancer sous le feu des mitrailleuses ennemies et franchir les tranchées, un peu comme Wonder Woman. Cependant, il ne faudra pas longtemps avant d'avoir le premier char avec une esthétique plus moderne et le placement d'une petite tourelle permettant au véhicule de tirer à 360 degrés. Le 31 mai 1918, le char français Renault FT est lancé pour la 3e bataille de l'Aisne. Alors lui, il était déjà un peu plus cool. Une bien meilleure ventilation pour les 2 membres d'équipage, il est plus léger, entre 6 et 7 tonnes, et il possède un blindage de 6 à 16 mm par endroit. Il est donc un peu plus rapide, 8 km/h, grâce à son moteur de 18 chevaux. Mais l'avantage de sa tourelle rotative fait la différence. Il dispose d'un canon Puto de 37 mm et d'une mitrailleuse Hotchkiss de 8 mm. Cependant, il est encore fort rustique. Imaginez que le chef de char, le gaillard debout, donne les directions à prendre au conducteur en appuyant ses genoux contre son dos ou en tapant sur son casque pour arrêter. Car ce char n'était pas très grand. 4,10 m de long, 1,74 m de large et 2,17 m de haut. L'efficacité des blindés se dévoilant petit à petit, l'histoire des chars d'assaut peut enfin commencer. Alors en français, on a toujours appelé ces engins blindés des chars. Char qui est un mot originaire du latin carus, qui désigne au fait un chariot. Mais les blindés tels que nous les connaissons portent un nom plus commun, un anglicisme bien ancré dans notre société francophone, le tank. Alors capitaine Wally, racontez-nous l'origine de ce terme. C'est très con en fait, vous allez voir. La construction d'une telle arme chez les Britanniques était un secret bien gardé. Enfin, comme toutes les armes secrètes. Une guerre, ce n'est pas que sur les champs de bataille, c'est également un combat de renseignement. Ainsi, les Britanniques, de crainte que leur arme soit découverte par des espions allemands, avaient donné le nom tank à leur projet, qui devait s'appeler à la base Landship, ou bateau terrestre. Le terme tank en anglais signifie en fait un réservoir. Donc ils faisaient passer ce projet pour un projet de réservoir d'eau. Maintenant que les bases sont données, nous allons nous concentrer sur le sujet de la vidéo, le Panzer allemand. Alors lors de la Première Guerre mondiale, le manque de ressources industrielles, surtout en acier, n'avait pas permis aux Allemands de bien développer leurs tanks. Ainsi, seul un modèle va être construit et utilisé, le Sturmpanzerwagen A7V. Alors ça, c'était véritablement une boîte d'acier sur chenille, plus encore que le Mark. Ce truc était imposant avec ses 33 tonnes. Et imaginez le bousin. Il accueillait 18 membres d'équipage derrière son blindage de 15 à 30 mm. 18 dans un espace de 7,35 m de long, 3,06 m de large et 3,35 m de haut. Un gros canon Maxim Nordenfeld de 57 mm et 5 mitrailleuses MJ08 de 7,92 mm armaient ce monstre. Cependant, malgré son étonnante vitesse de 16 km/h sur route et 8 sur terrain difficile, il était presque inutilisable sur terrain mouvementé, car il avait tendance à très vite se renverser. Ce colosse possédait une puissance de 200 chevaux. Il fut d'ailleurs à l'origine du premier combat de chars de l'histoire lors de la bataille de Saint-Quentin contre les marques britanniques. Après la Première Guerre, beaucoup de nations ont commencé à se pencher sur l'utilisation des chars. Presque tous y voyaient l'avenir de la guerre. Ouais, tous, enfin sauf les Français, qui étaient toujours férus de leurs chevaux, et ce, malgré les travaux de De Gaulle. En Allemagne aussi, l'envie de se lancer dans la confection et la modernisation des tanks est très présente. L'amélioration des Panzer, comme ils appellent, est sur la table. Panzer est un mot voulant dire blindé, blindage ou carapace en allemand. Cependant, les lourdes sanctions du traité de Versailles interdisaient à la République de Weimar, le nom de l'Allemagne à l'époque, la construction de ces engins blindés.
Cependant, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, un coup de boost sera apporté à ces recherches. Dans le plus grand secret, des projets de recherche sont effectués en Union soviétique par des ingénieurs allemands à la suite de traités secrets. Quand des recherches sur la stratégie des chars écrites par le Britannique Fuller sont publiées, Heinz Guderian mettra en place sa propre conception de l'utilisation des chars, sa propre stratégie, le Blitzkrieg, qui prônera l'utilisation des panzers dans des attaques rapides et coordonnées. Pour savoir c'est quoi le Blitzkrieg, je vous renvoie à mon tout premier épisode de Bloc-Notes. Ce choix d'utiliser le Blitzkrieg comme attaque aura une grande influence sur la construction des tout premiers panzers. Et en 1934, le Panzerkampfwagen 1 est né. Alors, désolé pour les germanophones, mais je me tiendrai au nom de Panzer. Alors, le Panzer 1, lui, c'est déjà un beau bijou pour l'époque. Contrairement aux chars des autres nations, qui sont lourds, lents et utilisés en appui d'infanterie, le Panzer 1 est léger, mais il est très rapide, 37 km/h sur route. Pesant 5,4 tonnes, son blindage de 6 à 13 mm ne lui offre cependant pas une incroyable résistance face aux blindés ennemis ou leurs canons. Cela se voit également à sa taille, 1,70 m de haut, 4 m de long et 2 m de large. Mais ce Panzer 1, n'ayant pas été conçu dans l'optique de combat de blindés, fait parfaitement l'affaire pour le Blitzkrieg. Il n'est pas encore armé d'un canon, mais de 2 mitrailleuses MG13 de 7,92 mm. Cet engin déploie un moteur de 57 chevaux pour 2 membres d'équipage, le pilote et le chef du char. Ce char sera en effet efficace dans la doctrine du Blitzkrieg, dans le fait qu'il puisse se déplacer rapidement. Mais sa faible résistance face aux canons et aux chars plus armés sera un problème. Le Panzer 1 sera alors mis vite sur le côté et destiné surtout aux écoles de pilotes de chars pour être remplacé par une version mieux équipée et blindée, le Panzer 2, peu avant le début de la guerre. Alors oui mon cher Wally, je ne vais pas moi non plus dire Panzerkampfwagen à chaque coup, je pense que vous avez raison, on va s'en tenir à Panzer. Les Panzer 1 et 2 constitueront la grande partie des tanks allemands lors de l'invasion de la Belgique et de la France. Cette deuxième version est un peu plus blindée, possédant un blindage de 10 à 30 mm par endroit. Il est surtout armé avec un canon, le canon KWK de 20 mm et une mitrailleuse MG34 de 7,92 mm. Cependant, il garde une impressionnante vitesse de 40 km/h sur route, malgré son poids de 9 tonnes et son moteur qui déploie quand même une puissance de 140 chevaux. 3 hommes sont installés dans ce véhicule de 4,81 m de long, 2,22 m de large et haut de 2,02 m. Ce modèle de Panzer servira pendant longtemps durant la guerre, et il sera même décliné en différents modèles. Ce char connaîtra en effet plusieurs mises à jour allant du Panzer IIA au Panzer IIL. Il sera même converti en lance-flammes blindé. Mais la campagne de France va montrer les limites de ce char Panzer II. Bien que rapide, blindé et bien armé, il n'est efficace que contre l'infanterie et pour gagner du terrain rapidement. Mais dès qu'il rentre en contact avec des chars lourds ennemis, des Somua S-35 ou des Hotchkiss H-35, son canon devient inefficace et son blindage léger souffre énormément. C'est pour cela que les 2 premières versions du Panzer seront utilisées principalement pour faire des missions de reconnaissance. Car pour attaquer les chars français et britanniques, il fallait appeler le grand frère, le Panzer III. Alors là, on commence à avoir les gros badass comme je les aime. Pour remédier à la faiblesse du blindage du Panzer II, ce modèle plus lourd, avec ses 20 tonnes et plus blindé, 30 à 70 mm par endroit, sera mis en service à partir de 1937. Véritable menace pour l'infanterie, il est doté d'un canon KWK de 37 mm pour sa version A, mais ira jusqu'à des 75 mm pour d'autres versions. Alors que ses 2 à 3 mitrailleuses MG34 en 7,92 mm feront le café. Il n'est cependant pas aussi lourd et puissant que les tanks ennemis, mais il est bien mieux agencé pour la guerre moderne. 5 membres d'équipage bien répartis lui donnaient un avantage tactique. 5,56 mètres de long, 2,9 mètres de large et 2,5 mètres de haut, il possédait un puissant moteur de 300 chevaux, lui permettant de rouler à 40 km/h sur route. Bref, encore un peu inférieur au tank ennemi, mais toujours aussi rapide. Et lui aussi aura sa blinde de mise à jour, allant du Panzer IIIA au Panzer IIIN en 1943. Toujours avant le début de la guerre,
car ces 3 versions ont été construites durant le réarmement secret de l'Allemagne voulu par Hitler, un Panzer IV verra le jour également en 1937. Mais il sera utilisé pour appuyer les Panzer III. Ce Panzer IV est encore plus lourd, plus blindé, et sera vraiment là en cas de gros problèmes contre les chars ennemis. Alors, le Panzer IV, que dire? À part qu'il servait de véritable protecteur au Panzer III. C'était presque le maître du Deus Ex Machina, servant à sauver la situation. Cinq membres d'équipage dans un véhicule géant mesurant 7,02 mètres de long, 2,88 m de large et 2,68 m de haut. Ces 25 tonnes ne le ralentissaient pas, étant donné qu'il était même plus rapide que les 3 autres, 42 km/h avec un moteur de 300 chevaux. Un blindage renforcé à 80 mm sur la caisse frontale, alors que le reste était à 30 mm, lui permettait de mieux supporter les chocs. Son canon KWK de 75 mm et les 2 mitrailleuses de MG34 en 7,92 mm lui assuraient de casser la baraque. Et comme les Allemands adorent chipoter, ce char connaîtra également d'autres mises à jour allant de la lettre A à la lettre J. Et il sera même construit en version submersible avec le Tausch Panzer IV. Ces Panzers de 1 à 4 seront utilisés lors des campagnes de Pologne et de France. Ils seront l'un des points importants dans la victoire, surtout grâce à leur vitesse. La guerre gagnée sur le front ouest, Hitler veut maintenant agrandir son territoire à l'est. À ses yeux, la victoire en Europe de l'Ouest, sur la France, la Belgique, etc., était surtout vécue comme une revanche de la défaite de 1918, car son principal ennemi est rouge, est communiste et est au même niveau de folie que lui. C'est Staline. Et si un pacte de non-agression fut signé avant la conquête de la Pologne en août 1939, Hitler le brisera le 22 juin 1941 en lançant l'opération Barbarossa. Mais pour les Panzers, les mêmes qu'utilisés sur le front ouest, une rencontre de taille les surprend. Le char soviétique T-34. Ce char, d'une puissance incroyable, plus rapide, plus robuste, qui ne tombe jamais en panne et qui possède un blindage incliné, met la misère au Panzer 1 à 4. Le blindage incliné, qui n'était pas une nouveauté à l'époque, vu que les Français l'utilisaient déjà pour leur char Schneider à la fin de la Première Guerre mondiale, va cependant faire la différence sur le champ de bataille. La particularité du blindage incliné face au blindage droit, c'est qu'il propose une plus grosse épaisseur et l'avantage de faire rebondir certains obus. Pour les Allemands, c'est la déchéance. Totalement dépassés par ce char T-34, ils tenteront de modifier le Panzer IV en y plaçant un canon plus puissant de 75 mm long issu du Pak 40, du canon anti-char 40. Mais cela ne fera qu'égaliser la puissance. Les ingénieurs vont alors plancher sur un tout nouveau modèle de Panzer, après avoir pensé à simplement copier le T-34 à partir de chars faits prisonniers. Et finalement, un petit temps sortira des hangars allemands en 1943, le Panzer V dit le Panther. Ah, là je commence à avoir mon cœur qui bat la chamade. Le premier Panzer qui porte un nom de félin, le Panther, considéré par beaucoup comme le char le plus puissant de la Seconde Guerre. Il a été le Panzer anti-T-34 par excellence. Alors lui, il ne fallait pas l'emmerder. 5 membres d'équipage. Cela ne change pas des autres versions. Mais ces mensurations feraient rougir Jessica Nigri. Les experts la connaissent. 8,86 m de long, 3,27 m de large et 3,10 m de haut. Il pèse 45 tonnes et propose un blindage de 13 à 120 mm d'épaisseur. Il faut y aller pour le percer. Et pour la puissance, c'est 650 à 700 chevaux selon les 3 modèles, le pousse de 45 à 55 km/h. Tout ça pour tirer des dragées avec son canon KWK 42 de 75 mm et ses 2 mitrailleuses MG34 de 7,92 mm. Lui, il en a fait roussir des T-34. Mais ce beau matou n'était pas parfait. En effet, le souci de ce genre de superchar, outre le combat urbain qui devenait de plus en plus présent sur le front soviétique, et plus tard lors du débarquement, c'est qu'il faut beaucoup d'acier pour le construire. Et ça prend beaucoup de temps. Mais le blocus international et le bombardement des usines et des réseaux de transport allemands
ralentiront la production de ces tanks alors que les Alliés faisaient tourner leurs usines à fond de balles pour construire des chars de plus en plus puissants, pour faire en sorte qu'il y en ait beaucoup plus sur le champ de bataille. Oui, les soviétiques, qui avaient déplacé leurs usines de chars loin dans les montagnes de l'Oural, où elles étaient en sécurité des bombardements allemands, vont se mettre à produire leurs propres chars anti-Panther avec le IS-1 ou le KV-85. Et quand les Américains vont faire entrer sur le ring leur Sherman M4A3E8, alors que les Britanniques débarqueront avec leur Sherman Firefly, les Panthers commenceront à perdre pied. Cette guerre a été la course aux chars les plus puissants. Si le Panther porte la dénomination de Panzer V, lors de sa sortie en juillet 1943, un autre Panzer surpuissant était déjà sur le terrain depuis une bonne année. Déjà en 1942, le but était d'avoir un char doté d'un canon exceptionnel, capable de tout détruire. Ce canon fut trouvé rapidement. L'armée disposait de puissants canons anti-aériens de 88 mm. Efficaces pour le tir aérien, ils vont se rendre compte qu'en l'abaissant, il était tout aussi efficace contre les cibles au sol. Et là, l'idée est arrivée, l'éclair de génie. Ce canon surpuissant sera placé sur des chenilles. On y collera un moteur hyper puissant et du fin fond des usines est né le Panzer VI, le Tigre. Et oui, le Panzer VI est sorti avant le Panzer V. Ne cherchez pas à comprendre. Ouah, Panzer VI Sama! Mon Dieu, que j'adore cet engin! C'est grâce à lui que je suis devenu tankiste. Quelle beauté! La terreur des champs de bataille. 5 membres d'équipage bien installés dans un Tigre de 8,45 mètres de long, 3,72 mètres de large et 3 putains de mètres de haut. Quand vous avez ce titan de 57 tonnes avec son blindage allant jusqu'à 120 mm d'épaisseur, vous fonçant dessus à 45 km/h avec son moteur de 700 chevaux, votre slip devient tout humide. Et s'il vous tire dessus avec son canon de 88 mm, ses 3 mitrailleuses MG34 en 7,92 mm, vous n'avez aucune chance. Ce colosse peut vous loger un obus entre les deux yeux à 2 km de distance. Et ce char est également un couteau suisse, car on y a installé des lanceurs qui vous projettent des grenades, des fumigènes, des mines ou du mortier. Un vrai Transformers. Un char en avance sur son temps à l'époque. Ah, c'était beau. Mais je coupe tout de suite ton rêve, car un tel monstre engendrait déjà le même type de problème que le panthère. En effet, nul n'est parfait malheureusement. Tous ses avantages ne compensent pas ses défauts. Il est très long à produire et l'Allemagne en manque de matières premières n'en produira que 1354 exemplaires. Et sa lourdeur fait qu'il n'est pas très maniable. Et au corps à corps avec un autre char, il perd souvent son avantage. Et, car ce n'est pas fini, C'est un vrai sang sauveur. Il te bouffe une consommation de 487 litres d'essence aux 100 km. Même ma femme ne fait pas ça. et voilà pourquoi il n'est pas considéré comme le meilleur char de la guerre. L'Allemagne suffoquait par le manque de matières premières, et ce char en a malheureusement fait les frais. Et quand les Allemands vont perdre leurs raffineries géantes, notamment en Roumanie, les Tigre 1 tomberont très souvent en panne d'essence. D'ailleurs, il était plus courant qu'un équipage abandonne son Tigre car il était en panne sèche que par destruction. Cependant, le Tigre reste un char mythique. Et je vous parlerai bien entendu une fois de Michael Wittmann, l'as du Tigre, dans un épisode de Bloc-Notes. L'issue de la guerre penchant de plus en plus en leur défaveur, les Allemands, dépassés tant sur le front de l'Ouest que de l'Est, vont partir dans un trip au char le plus puissant. Et... ça va Wally? Tu vas t'en remettre? Oui, mon adjudant, ça va aller. Les Allemands vont construire une deuxième version du Tigre, le Tigre 2 ou King Tiger. Produit à 492 exemplaires, il était incroyablement puissant. Il est la base même de la folie des grandeurs d'Hitler et ses superchars. Cinq membres d'équipage faisaient fonctionner ce monstre de 70 tonnes avec sa longueur de 10,28 m de long, sa largeur de 3,75 m et sa hauteur de 3,09 m. Son blindage devenait gargantuesque, allant jusqu'à 180 mm pour certains modèles. Il possédait un moteur de 700 chevaux,
Mais il était plus lent que le Tigre 1. Et si le calibre des obus tirés par le Tigre 2 était le même que celui de son petit frère, son canon était encore plus puissant. Un KW4-43 issu du pack 43, un canon anti-char très performant. Il était également équipé d'une mitrailleuse MG34. Un char incroyable, mais qui est également un copier-coller en pire des défauts du Tigre 1. En effet, et en plus, l'Allemagne ayant perdu la guerre aérienne, il était une cible facile pour les avions ennemis. Et puis, avoir une telle masse a également un défaut majeur. Il faut savoir, c'est que la plupart des ponts ne pouvaient supporter un passage de Tigre 2 sans être affaiblis, ce qui réduisait grandement l'utilisation de ce char. Enfin, la guerre arrivant à son terme et Hitler étant enfermé dans son véritable délire de grandeur, il demanda à ses ingénieurs de faire plus gros encore. Ignorant l'avis de ses conseillers qui lui expliquaient qu'un gros char était une cible facile, tant pour l'artillerie que pour l'aviation, il donna son accord pour construire l'un des chars les plus gros de l'histoire, le Panzer VIII ou le Maus, ou souris en français. Tu veux vraiment en parler? Ce n'est jamais qu'un prototype construit en 2 exemplaires, il n'a pas servi sur le champ de bataille. Oui, je le sais, mais cela pourra montrer aux viewers la folie dans laquelle Hitler s'était rangé. En fait, ce Panzer n'était pas un char de combat, on l'appellerait plutôt un char bunker. Il devait rester statique et tenir une position. Il fallait 6 hommes pour le manier. Mais accrochez-vous à vos slips, car la suite est gargantuesque. Le bestiau faisait 10,2 mètres de long, 3,70 mètres de large et 3,66 mètres de haut. Un beau bébé de 188 tonnes avec son beau blindage de seulement 220 mm. Son canon, un beau jouet de type KWK-44 de 128 mm. Il est accompagné d'un autre petit canon gratuit offert par la maison de 75 mm et une mitrailleuse MG34 en 7,92 mm. Et pour faire bouger ce bousin, un gigantesque moteur de 1250 chevaux. Le tout pour atteindre une vitesse de 14 km/h. Mais ce truc ne sera jamais utilisé. Seuls 2 prototypes sortiront d'usine. Ainsi, avec le Panzer VIII Maus, nous avons vu la liste de tous les Panzers qui sont sortis d'usine durant la Deuxième Guerre mondiale. Alors chacun de ces Panzers ont été construits avec plusieurs mises à jour. On l'a bien vu avec le Panzer 1, le Panzer 2, le Panzer 3, le Panzer 4. Il y avait le Panzer 2A, le Panzer 2B, etc. Chaque fois qu'il y avait une mise à jour, c'était au niveau de l'armement, du blindage, du moteur, pour adapter le char par rapport au terrain sur lequel il allait évoluer, que ce soit en Afrique, sur le front de l'Est, etc., etc. Bien entendu, il y avait d'autres chars allemands durant la Seconde Guerre mondiale, comme le Jagd Panther, le Sturmgeschütz, et bien entendu d'autres blindés comme les blindés automitrailleurs, comme on peut voir les Half-Track. Merci beaucoup, mon cher capitaine Wally, pour toutes les informations. Je pense qu'on a tout dit, je peux vous laisser tranquille. Merci, mon adjudant. Maintenant, je vais prendre une aspirine et pleurer devant le film Le journal de Bridget Jones avec ma photo d'un tigre et un gros pot de glace à la fraise. Quel plaisantin ce capitaine. Mais où allez-vous? Mais ne pleurez pas, Bon, pas grave. Alors pour conclure ce premier épisode du Garage de Wally, je dirais que les Panzers ont été la fleur de lance du Blitzkrieg allemand. Mais trop dépendants de cette stratégie, ils ont perdu leur efficacité quand de conquêtes éclairs sur de larges champs de bataille, les chars ont été utilisés dans des combats urbains, où un tank perd toute sa puissance. Et si on rajoute le manque de matières premières pour les construire afin de remplacer les chars détruits, ou former l'équipage qui doit prendre la relève, ou même l'approvisionnement en essence, la déchéance de ces monstres mécaniques était assurée. Merci beaucoup pour avoir regardé ce premier épisode du Garage de Wally. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé, à cliquer sur la petite cloche à côté de vous abonner afin de recevoir une notification quand mes vidéos sortent. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire d'encouragement ou pour me donner des conseils, je les lis tous. De laisser un petit pouce bleu. Je vous retrouve dans 2 ou 3 semaines parce que le prochain épisode va être très spécial, ça va être une première pour la chaîne. Quant à moi, je vous laisse, je vais aller voir le capitaine Wally afin qu'il ne soit pas trop déprimé parce que j'ai déjà assez d'analcooliques dans la bande. Repos, chers viewers de première classe, et n'oubliez pas, c'est en oubliant le malheur qu'on retombe dans la terreur. Allez, salut à tous!